bienvenue à tous. Donc pour une nouvelle session absolument exceptionnelle puisque nous allons découvrir des nouveaux traitements qui sont financés, des recherches menées par le fonds Clinatech depuis 10 ans et donc dans le champ des maladies neurodégénératives et du handicap. Et donc pour évoquer tout ce que peuvent apporter les recherches sur la physique ou sur les signaux électriques, nous sommes très heureux donc d'accueillir Monsieur Laurent Hérault. Vous êtes le directeur de ce fonds Clinatech et donc les échanges vont être animés par Anne Jean-Blanc, la responsable éditoriale de Neuroplanète. C'est à vous. Merci. On vous applaudit absolument. Alors Laurent, vous êtes ingénieur et docteur en informatique. Votre brillante carrière internationale vous a déjà conduit à déposer 9 brevets, ce qui est quand même félicitations. Vous avez été nommé directeur du fonds Clinatech, il y a juste 1 an, et ce fonds fête cette année son 10e anniversaire. Alors en 10 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ce centre de recherche qui est très particulier parce que, il n'est pas adossé à un hôpital, il n'élabore pas de molécules chimiques pour tenter de guérir des maladies, il est résolument tourné vers la physique. Alors c'est assez intéressant parce que c'est un domaine qu'on connaît mal, en tout cas globalement on a toujours le sentiment qu'une maladie, une molécule et pas de fiche. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter Clinatech? Je crois qu'on a une petite vidéo que vous allez pouvoir commenter pour présenter ce fonds de recherche. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Clinatech est un centre de recherche biomédical public qui est un petit peu particulier en effet car il est adossé à un centre de recherche technologique du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, qui a une très forte expertise dans les nouvelles technologies et en particulier dans la physique. Alors Clinatech, on peut peut-être lancer la vidéo. On va lancer la vidéo, la régie s'il vous plaît. Merci. Voilà. C'est parti. Donc le fonds Clinatech est hébergé dans un centre qui regroupe à la fois le CHU de Grenoble, qui regroupe le CEA, qui regroupe l'université et qui regroupe des équipes du fonds Clinatech. Et ensemble, tous ensemble dans un même lieu, nous cherchons des nouvelles solutions thérapeutiques à des maladies redoutées et redoutables que sont les maladies neurodégénératives, les handicaps, etc. Donc notre but est de détecter, de prévenir et de traiter ces maladies, en particulier les pathologies du cerveau, par des approches basées sur la physique, comme on le voit dans le film, et non pas sur une approche médicamenteuse ou en complément d'une approche médicamenteuse. Et c'est ça la spécificité, j'y reviendrai plus tard. Et nous pensons, et compte tenu des progrès des micro- et nanotechnologies et des nouvelles technologies, on se rend compte qu'il y a un potentiel formidable au niveau thérapeutique face aux maladies du cerveau notamment. Donc nous avons une approche transdisciplinaire, nous sommes plus de 100 chercheurs, médecins, ingénieurs, biologistes, neuroscientifiques, au sein d'un même bâtiment dans lequel nous avons une salle de neurochirurgie, un plateau technique extraordinaire, des technologies d'imagerie, un laboratoire pour réaliser des dispositifs microélectroniques, un laboratoire pour faire de la biologie et pour faire des essais précliniques. Donc voilà, donc tous ensemble, nous sommes dans un seul endroit et je pense que le fait d'être colocalisé en un seul endroit permet de travailler ensemble pour innover. Alors notre discussion va être en 2 grandes parties, globalement. La première, c'est les signaux qui sont émis par notre corps, et la deuxième, c'est les signaux qu'on peut utiliser pour agir sur notre corps. Alors, on va commencer par les signaux émis par notre corps, les ondes cérébrales. Tout à fait. C'est quoi? Vous les définissez comment et comment vous les utilisez? Alors tout à fait. Le cerveau émet en fonction des activités que le corps humain fait. Le cerveau émet des ondes cérébrales. Quand je lève le bras gauche, une partie de mon cerveau va émettre des ondes. Quand je marche, quand je lève la jambe gauche ou la jambe droite, une partie de mon cerveau va émettre des ondes. Et l'idée à Clinatech, qui est née en fait du professeur Amin-Louis Benabid, c'était d'utiliser ces ondes cérébrales pour redonner de la mobilité à des patients qui sont handicapés, qui sont paraplégiques ou tétraplégiques. Ce sont des ondes électriques? C'est quoi comme ondes? Ce sont des ondes électriques et l'idée c'est de pouvoir les détecter avec un implant cérébral qu'on va poser sur le cerveau dans la zone
qui génère ces ondes. Donc, quand un patient pour un patient donné, on va d'abord lui faire de l'imagerie cérébrale pour détecter quelle est la zone qui émet les ondes associées au mouvement qu'il fait. Alors, c'est très important parce que une chose remarquable du cerveau, c'est que si je lève, par exemple, le bras gauche, j'ai des ondes cérébrales qui sont émises dans une partie du cerveau. Mais si je pense à lever le bras gauche, la même zone du cerveau va émettre les ondes, alors que je ne lève pas le bras, pour les patients, par exemple, qui ont une coupure de la moelle épinière. Donc c'est cette propriété-là qu'on a voulu utiliser, et on a développé à Clinatech pendant des années un implant cérébral qui va capter ces signaux cérébraux pour redonner de la mobilité à des patients, en particulier les patients au départ qui étaient tétraplégiques. Alors, avant de voir, parce qu'il y a des petites vidéos qui sont assez impressionnantes, toutes les zones de notre cerveau émettent des ondes qui sont différentes en fonction de nos activités. Si je joue du piano ou si j'écris, ce ne sont pas les mêmes ondes. Tout à fait. Et pas les mêmes ondes ou pas les mêmes zones? C'est pas les mêmes zones du cerveau. Pas les mêmes zones. Si vous, par exemple, si vous êtes dans un état de repos, vous avez un réseau qui s'appelle le réseau du mode par défaut qui va activer diverses zones du cerveau et donc vous aurez des ondes qui vont sortir de votre cerveau de diverses zones. Si vous faites une activité de raisonnement, vous allez avoir d'autres zones qui s'activent, ce qu'on appelle les réseaux fonctionnels. Et pour des activités de mobilité, par exemple, vous allez avoir des zones qui vont s'activer bien spécifiques. Donc il est important pour un patient donné, d'abord, de faire de l'imagerie cérébrale, de repérer, et les neurochirurgiens chez nous repèrent par de la magnétoencéphalographie, par des EEG, etc., repèrent les zones qui s'activent quand on pense à un geste. Ça fait longtemps qu'on les connaît, ces ondes, et qu'on peut les repérer, les mesurer? Oh oui, je pense que on les mesure par électrocorticographie. Ou électroencéphalogramme, c'est ça déjà qui mesure les premières ondes? Oui, alors l'électroencéphalogramme mesure des ondes, mais là, ce qu'on appelle la mesure qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle de l'électrocorticographie. Donc on a développé, alors ce qui est très important, c'est comment les capter. On pourrait dire on va aller profond à l'intérieur du cerveau pour les capter, mais là on aurait un système qui serait invasif si on rentre dans le cerveau. Il y a des approches dans le monde qui font cela, c'est-à-dire qu'ils vont planter des électrodes dans le cerveau pour aller capter ces signaux cérébraux. Nous, notre approche, elle a été radicalement différente, elle a été de se dire je pose simplement un capteur à la surface du cerveau, sur les méninges, sur ce qu'on appelle la dure-mère. Donc je n'aurai pas des signaux d'aussi bonne qualité que si j'étais planté au cœur du cerveau, mais je vais pouvoir quand même en extraire de l'information. Et ces signaux, on va essayer de les capter, de les décoder, et par une intelligence artificielle bien particulière, une intelligence artificielle embarquée à l'intérieur de ce capteur, on va pouvoir en déduire des commandes numériques vers des effecteurs ou vers d'autres appareils, des effecteurs plus ou moins complexes. Et donc plus ou moins complexe, c'est notamment des exosquelettes. Voilà. Ça a été la première expérience, et je pense qu'il y a une petite vidéo, peut-être pas tout de suite, si vous voulez déjà dire quelques mots. Juste avant, je vais faire une petite introduction. Le centre Clinatech a été créé par le professeur Benabid et par Alain Mérieux et c'était les trois pionniers, et par Jean Terme, qui était un des grands directeurs du CEA. Et Aminoui Benabid, le professeur, avait un rêve, c'était de redonner la marche à un patient tétraplégique. Et pour ce faire, son objectif, et la mission qu'il nous a confiée, c'est de développer des implants cérébraux qui vont être capables de piloter par la pensée un exosquelette, corps complet, pour qu'un patient retrouve la marche. Cette prouesse a été réalisée en 2019 et a donné lieu à ce moment-là à pas mal de publications. Alors on va voir un petit film, vous allez voir Thibaut, un patient qui a 2 implants cérébraux, donc ici, sans fil, et qui commande un exosquelette complet. Donc ce patient est tétraplégique. On peut peut-être lancer la première vidéo et je vais expliquer. Voilà, ça ce Thibaut est donc le patient qui a reçu ces implants cérébraux, et vous voyez son corps est mis dans un exosquelette et par la pensée, il le fait avancer. Donc ça a été une prouesse, une première mondiale en 2019. Et alors,
j'aime bien la phrase de Thibaut qui dit il a l'impression de marcher sur un tapis volant et d'être le premier homme sur la Lune. En participant à notre essai clinique ici, il a retrouvé la marche. Ça a été quelque chose de formidable pour lui aussi au niveau psychologique. C'était un aventurier au cœur de l'équipe de recherche. Mais vous voyez sur cette vidéo que l'exosquelette en question, il n'a pas l'équilibre, il est très lourd et on n'imagine pas que ce type d'exosquelette puisse être utilisé à domicile par les patients. Et il a mis combien de temps avant de réussir à marcher comme ça? Ah là, ça a été très, très rapide. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle qu'on a développée, c'est qu'en quelques jours, avec de l'apprentissage, mais en quelques jours, le patient est capable de finalement piloter ce type d'exosquelette. Oui. On n'est pas sur des mois et des semaines. Il faut quand même que ce soit un patient qui ait encore un corps en bon état, c'est-à-dire des muscles qui n'aient pas été arrêtés pendant très longtemps, parce que ça soit difficile de redémarrer. Alors là, en l'occurrence, ce patient est complètement tétraplégique, c'est-à-dire que c'est uniquement la pensée qui pilote la marche. Donc, mais c'est vrai qu'il est jeune. Après, dans les critères d'inclusion dans l'essai clinique, il devait avoir certaines... Bien sûr, non, ce qui est logique. C'était quelqu'un qui était sportif, qui avait fait une chute et qui était devenu tétraplégique à la conséquence de cette chute. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que là, l'objet de recherche, c'était de redonner la marche, la mobilité par la pensée. Ensuite, on voit bien que cet exosquelette est beaucoup trop gros et beaucoup trop lourd, plus de 100 kilos. Mais il nous a permis de mettre au point les algorithmes, il nous a permis de mettre au point les implants cérébraux. Et à la suite de ça, on s'est dit, mais comment finalement on pourrait peut-être s'affranchir de l'exosquelette pour d'autres problèmes de handicap. Et on a travaillé à ce moment-là avec des Suisses et qui, eux, avaient développé ce qu'on appelle un implant spinal, c'est-à-dire un implant qu'on met sous la moelle épinière, en dessous de la coupure de la moelle épinière. Et cet implant était capable, je dirais, avec des joysticks, de refaire marcher les jambes. Mais le patient, pour un patient paraplégique, oui, donc et avec une lésion de la moelle, avec une lésion de la moelle en bas de la colonne vertébrale. Donc à ce moment-là, le patient, il appuie sur un joystick, la jambe gauche marche, la jambe droite marche, etc. Mais on a couplé cet implant. L'idée, ça a été de dire, mais pourquoi pas coupler notre implant cérébral avec cet implant spinal et recréer un pont numérique sans fil pour aller de part et d'autre de la coupure et que le patient ait simplement envie de marcher, pense à marcher pour qu'il marche. Donc vous allez voir ici la vidéo qui a été réalisée cette année, en mai 2023. Là encore, une première mondiale en France, donc avec des Suisses. Mais si on peut lancer la vidéo. Donc là, Gert, ce patient, avait fait une chute de VTT et était donc paraplégique. Ça faisait 10 ans qu'il était en fauteuil roulant. Donc là, vous voyez, on décode les signaux de marche à partir de ces deux implants cérébraux sans fil. Et les signaux de décodage, les signaux du cerveau sont analysés, décodés dans l'équivalent aujourd'hui d'un PC portable qui tient dans un petit sac à dos. Et ces signaux sont ensuite des signaux de commande pour cet implant spinal qui est glissé sous la moelle épinière, sur la moelle épinière en dessous de la coupure et qui permet donc de redonner la marche. Vous voyez, ce patient ici, il explique comment il contrôle complètement la marche. Il peut lever la jambe droite, la jambe gauche, avancer, etc. Il n'a pas besoin d'exosquelette, il a simplement un déambulateur encore pour l'équilibre et tout le décodage est dans un PC portable, dans un petit sac à dos. Alors, aujourd'hui, il est même capable parfois de marcher avec de simples béquilles. Donc, pour imaginer, c'est phénoménal pour un patient qui était assis en fauteuil roulant depuis 10 ans. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce patient marche sans y penser. C'est-à-dire qu'il peut chanter une chanson tout en marchant, il n'a pas à penser « je lève la jambe droite » ou « je lève la jambe gauche ». Il marche naturellement. Oui, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et oui, je suis bien d'accord avec vous. Et à quel type autre de patient pourrait servir ce genre de révolution? Actuellement, nous avons des travaux pour aller plus loin. Nous avons ce qu'on appelle une roadmap, une feuille de route pour aller beaucoup plus loin. Actuellement, nous menons des travaux qui sont liés au retour des patients.
parce que ça a été très intéressant. On a mené une étude, on a interrogé des patients tétraplégiques, on leur a posé la question: quel est votre rêve? Et étonnamment, leur rêve était plutôt d'avoir la mobilité du haut du corps, retrouver l'usage d'un bras. Un bras pour l'hygiène, on retrouve une forme de convivialité, pour l'indépendance. Mais oui. Pour l'indépendance. Donc retrouver l'usage d'un bras, pour eux, était essentiel. Donc on travaille actuellement au couplage entre l'implant cérébral que nous avons développé avec des effecteurs qui sont des stimulateurs électriques fonctionnels. Par exemple, c'est comme un bandeau qui stimule les muscles électriques du bras, donc qui est couplé sans fil avec l'implant cérébral et qui permet à ces patients, et le patient Thibault là, est aujourd'hui dans les essais cliniques capable de commencer à pouvoir utiliser son bras pour boire une canette de soda, etc. Donc la mobilité du haut du corps, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les patients et c'est une voie de recherche. Une autre voie de recherche pour nous, c'est les patients qui sont, par exemple, qui ont subissent les conséquences d'un AVC, qui sont qu'on appelle enfermés dans leur corps, qui ont un locked-in syndrome, qui ne peuvent plus communiquer avec qui que ce soit. Et l'idée, c'est de leur redonner la parole à des patients qui ne peuvent plus parler simplement en pensant à parler. Ou alors pouvoir, on a un essai clinique qui va démarrer avec l'hôpital de Grenoble, entre autres, mais qui va permettre à ces patients, là, l'objectif, c'est de permettre à ces patients de reparler, de faire parler, en tout cas de pouvoir écrire, et puis de contrôler par exemple une souris dans un univers informatique. Et donc, je précise encore une dernière chose, c'est que là, on est sur des implants cérébraux sans fil, et que tous ces patients, l'objectif, c'est qu'ils utilisent ces implants ou ces technologies à domicile. Ils n'ont pas un câble qui sort de la tête ou du crâne, ils sont vraiment aujourd'hui chez eux. Thibault et Gert utilisent les technologies chez eux et s'entraînent chez eux. Et ça, je pense qu'on est aujourd'hui les seuls au monde à proposer. Il y a beaucoup de travaux, vu les résultats, il y a beaucoup de travaux dans le monde sur les implants cérébraux. Vous entendez parler dans les médias de beaucoup d'entre eux, mais on est les seuls à, en tout cas, proposer une approche sans fil utilisable à domicile. Voilà. Alors, en dehors des ondes cérébrales, il y a d'autres signaux qui sont émis par le corps. Quand on a préparé notre rencontre, vous avez parlé par exemple de la mesure de la glycémie. Oui, alors effectivement, nous avons actuellement, le CEA a une expertise, comme je vous disais, Clinatech travaille étroitement avec le CEA. Le CEA a une expertise dans la mesure du stress dans la voix, par l'analyse de la voix. Et donc, et là, typiquement, on voit aussi la conjonction des bonnes idées avec le professeur Benamou, qui est diabétologue au CHU de Grenoble. Et comment le professeur Benamou nous a expliqué que le stress a un impact sur les variations de glycémie brutale. Donc, et comme il existe à l'Institut du Luxembourg, de la santé du Luxembourg, il existe une base de données de patients diabétiques et de base de données d'enregistrements vocaux des patients diabétiques, nous sommes en train de développer une IA pour analyser la voix des patients diabétiques. Par exemple, quand vous parlez dans votre smartphone ou autre, on analyse en temps réel la voix, on en déduit un niveau de stress et l'objectif est de voir dans quelle mesure on peut prédire une variation de glycémie ensuite à partir de là. Et donc c'est une information qui est très intéressante pour les diabétologues. Donc la voix, c'est un signal, bien évidemment, qui sort du corps et qu'on cherche à utiliser pour le diabète. Il y a un essai clinique, en tout cas il y a une étude avec de l'intelligence artificielle qui est en cours et qui va produire, je l'espère, de bons résultats. Et dernier signal émis qu'on connaît, alors encore moins, enfin moi je l'ai découvert en tout cas, nos cellules émettent de la lumière. Oui, on est lumineux de l'intérieur. Alors expliquez-nous, et à quoi ça sert ? Lionel Nakache parlait du fait que les neurones communiquent entre eux par l'électricité et par la biochimie. Eh bien, nous avons, il y a un certain nombre de publications, et chez nous, j'ai le professeur Mitrofanis, par exemple, on pense qu'il y a aussi une communication par-delà lumière entre les cellules du cerveau. C'est-à-dire que toutes les cellules du corps humain, peut-être vraiment toutes les cellules du corps humain, émettent de la lumière. C'est quelque chose qui n'est pas connu, mais elles émettent de la lumière. Et l'idée, et ce qu'on est en train de mesurer, c'est que plus une cellule est stressée, plus une cellule est attaquée, fait l'objet d'une maladie,
eh bien, à ce moment-là, il y a une variation de lumière. Les propriétés de cette lumière diffèrent. Si on fait une analyse spectrale de cette lumière, il y a des variations. Donc tout l'enjeu pour nous, alors quand on dit de la lumière, quand on ouvre les yeux, on n'a pas des phares, hein. Mais il y a quelques photons, mais l'idée pour nous est de les détecter. Donc détecter peu de photons, c'est un enjeu extrêmement complexe. Aujourd'hui, on détecte ces photons avec des caméras ultra sensibles, les plus sensibles au monde. Mais à terme, notre objectif est d'être capable, avec les compétences du CEA, notamment en micro- et nanotechnologie et en photonique, et de détecter avec des détecteurs miniaturisés les photons émis par les cellules du cerveau et de les analyser en temps réel de façon à pouvoir éventuellement détecter une variation de cette lumière et anticiper une potentielle maladie du cerveau. Et pour nous, c'est extrêmement important dans la prévention des maladies, notamment des maladies neurodégénératives. Qui commencent très longtemps avant les premiers symptômes. Tout à fait. Si je prends l'exemple de la maladie de Parkinson, les experts de la maladie de Parkinson en France est diagnostiquée à 58 ans en moyenne. Et les médecins, les neurologues nous disent que quand elle est détectée à 58 ans, la maladie a démarré 10 ans plus tôt. Donc, dans la population française, la maladie de Parkinson démarre en moyenne à 48 ans. Et au bout de 10 ans, la moitié des neurones qui sont la cible de la maladie de Parkinson ont disparu. Donc, il est extrêmement important de détecter ces maladies le plus tôt possible. Donc, tous les outils de détection, de diagnostic précoce sont les bienvenus. Et donc, on essaye d'utiliser ce qu'on appelle des biophotons. Alors, on est peu d'équipes dans le monde à travailler là-dessus, hein, très peu, parce qu'il faut des moyens technologiques assez importants pour être capable de détecter ces photons et de miniaturiser les systèmes de détection. Alors la lumière, non seulement vous détectez la lumière émise, mais en plus maintenant vous utilisez la lumière comme moyen de thérapie, notamment dans la maladie de Parkinson. Racontez-nous, parce que là c'est vraiment des expériences qui sont passionnantes aussi. Tout à fait. Alors, Clinatech est né des idées ou du savoir-faire du professeur Benabid. Le professeur Benabid, peut-être que plusieurs d'entre vous le connaissent. Alim Benabid. Alim Louis Benabid, oui, qui est le père de la neurostimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson. En 1990, le professeur Benabid a découvert qu'en mettant 2 électrodes dans le cerveau, proche de ce qu'on appelle dans la partie profonde le noyau subthalamique, en envoyant un courant entre ces électrodes à 130 Hz, eh bien, on arrête les symptômes moteurs, ou on calme les symptômes moteurs, les tremblements. On ne guérit pas la maladie, mais on calme les symptômes. La maladie continue à évoluer. Ceci étant, la partie symptomatique est atténuée dans beaucoup de cas, chez beaucoup de patients. Aujourd'hui, c'est une opération qui est très commune. 300 000 patients ont été opérés dans le monde de neurostimulation cérébrale profonde. Quand on a une maladie de Parkinson, les neurologues aujourd'hui ou les neurochirurgiens évaluent la possibilité de cette neurostimulation. À Grenoble, il y a des dizaines d'opérations qui sont faites tous les ans. Et le directeur médical, je le dirais, de la partie hospitalière de Clinatech est lui-même le chef de service de neurochirurgie du CHU de Grenoble et fait ces opérations toutes les semaines. Le problème, c'est que la maladie évolue. Et au bout d'un certain temps, typiquement... Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en général, on peut gagner 15 ans à 20 ans d'autonomie, de vie normale, quasi normale, sans avoir recours à des aidants. Donc, c'est formidable. C'est un gain énorme, oui. Si votre maladie de Parkinson se déclare à 75 ans, c'est bien. Dans ce cas-là, on peut avoir une belle vie. Le problème, c'est que souvent, la maladie de Parkinson peut se déclarer plus tôt, comme on l'a vu. Et donc, on cherche un traitement pour ralentir la maladie de Parkinson, pour pouvoir la stopper. Donc, l'idée du professeur Benabid avec le professeur Mitrofanis, c'est d'utiliser la lumière. Et là encore, on est la seule équipe dans le monde à utiliser les propriétés de la lumière infrarouge sur les cellules du cerveau. Pour dire en 2 mots, la lumière infrarouge agit sur les mitochondries, c'est-à-dire dans toutes les cellules du cerveau, il y a un petit réservoir énergétique, une micro-usine à énergie, qui, quand elle reçoit de la lumière infrarouge, stimule la cellule et l'aide à lutter contre les maladies, elle aide à exprimer des gènes de neuroprotection, elle aide à générer de l'adénosine triphosphate, qui est l'énergie des cellules. Donc leur idée a été de dire,
puisque le noyau subthalamique au cœur du cerveau dégénère avec la maladie de Parkinson, je vais aller éclairer cette partie. Comment éclairer cette partie ? Je vais aller tirer une fibre optique à l'intérieur du cerveau pour amener la lumière dans cette partie. Vous imaginez que là, après, se pose un problème de dispositif. Donc, on a validé la neuroprotection de ce dispositif chez l'animal et on est actuellement dans une phase d'essai clinique. J'ai un petit film qui résume l'opération, donc peut-être on peut montrer. Et ça, c'est très soft, hein, par rapport à ce que vous avez vu ce matin. Là, c'est vraiment, c'est très doux à regarder. L'idée, c'est d'avoir un générateur d'énergie sous la clavicule, comme une forme de pacemaker sous la clavicule. Et on va envoyer de l'énergie dans un implant cérébral qui fait 2 cm de diamètre, qui est donc, à la place de l'os, on pose ce petit implant cérébral et on va mettre un guide à l'intérieur du cerveau et tirer une fibre optique à l'intérieur de ce guide qui va aller éclairer au cœur du cerveau, par de l'infrarouge, le noyau subthalamique qui est la partie qui dégénère. Donc aujourd'hui, il y a un essai clinique qui a démarré il y a plus de 3 ans, il y a 7 patients dans l'essai clinique, il y a des patients qui ont été opérés et on attend les résultats avec impatience pour vérifier, pour nous assurer qu'on arrive à ralentir la progression de la maladie qui correspondrait à un vrai traitement de la maladie de Parkinson. Donc le professeur Chabardès, qui pilote cet essai clinique, attend, les résultats seront publiés prochainement, mais ça pourrait ouvrir la voie à un traitement de la maladie de Parkinson. Et à d'autres maladies neurodégénératives, en quelques mots, parce que le temps passe vite. En quelques mots, fort de l'approche qu'on a sur les maladies de Parkinson, aujourd'hui on regarde la maladie d'Alzheimer avec une approche non invasive. Là, vous voyez des opérations chirurgicales assez lourdes finalement, mais en fait, la maladie d'Alzheimer touchant le cortex principalement, l'idée c'est d'utiliser la lumière, mais de façon extracrânienne par un casque, où on va illuminer le casque, on va illuminer le cerveau, on a vérifié que la lumière passe bien dans le cerveau. On a un essai clinique qui est en cours avec l'hôpital de Strasbourg sur les maladies à corps de Lewy, donc une maladie d'Alzheimer apparentée. On a des travaux aussi sur d'autres pathologies. Le professeur Nakache parlait des troubles du sommeil, et ça, c'est extrêmement important. Dans les maladies neurodégénératives, vous avez d'énormes troubles du sommeil, notamment du sommeil profond. Il a mentionné à la fin de son intervention l'importance des protéines qui s'accumulent pendant la journée et qui sont évacuées pendant le sommeil. Dans les maladies Alors effectivement, il y a des travaux récents qui émergent. Il y a encore une publication très récente là-dessus. Donc, il semble que pendant le sommeil, le cerveau, il y a une forme de machine à laver du cerveau qui s'opère pendant le sommeil profond. Et les malades de maladies neurodégénératives ont des troubles du sommeil caractérisés, très graves. Donc, notre idée, par l'électricité, par la lumière, c'est de traiter les troubles du sommeil et de retrouver un bon sommeil profond. Donc on l'a fait on fait des essais actuellement dans le contexte de la maladie de Parkinson. Mais on a d'autres approches. On travaille sur les traumatismes crâniens. Les patients, et là on touche les jeunes avec les équipes de Lyon, professeur Lehoté, que je salue s'il m'entend, et d'autres équipes à Grenoble aussi, professeur Payen en réanimation. Lors des accidents de voiture notamment, la moyenne d'âge des accidentés de la route, elle est inférieure à 30 ans. Chez les jeunes, ils ont des traumatismes crâniens. Et vous avez dans tous les hôpitaux des patients graves qui sont dans des états parfois en sortie de réanimation, dans des états ce qu'on appelle d'éveil non répondant, avec des troubles de la conscience, en subaigu, c'est terrible. Et après, même, on peut avoir des troubles chroniques au fur et à mesure, des difficultés à retravailler de façon satisfaisante, etc. Et on pense que la lumière, et on évalue les bienfaits de la lumière infrarouge, à la fois pour ses propriétés anti-inflammatoires, mais aussi on veut voir si on peut améliorer l'état de ces patients, les niveaux de conscience dans les troubles de la conscience et aussi dans les troubles cognitifs sur la durée, donc avec une approche sur les troubles chroniques. Donc on a aussi dans cardiologie, et je termine là-dessus, dernière phrase. Oui, c'était justement la maladie cardiovasculaire. Dans les maladies cardiovasculaires, nous sommes convaincus qu'il y a des choses à faire avec la lumière, et nous avons actuellement des travaux qui démarrent à Grenoble avec Gilles Baron-Rochette en cardiologie
pour la réadaptation ou la réhabilitation après les accidents cardiovasculaires et notamment les infarctus, pour limiter le risque d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Et donc là encore, on va lancer des essais cliniques avec l'hôpital de Grenoble notamment, parce qu'on pense que après les accidents vasculaires, après les AVC aussi, on souhaite lancer un programme. Après les accidents cardiaques, les infarctus, on pense que les traitements par la lumière peuvent apporter énormément. Mais là, on a parlé de la lumière. Je ferai juste une dernière phrase. Il n'y a pas que la lumière, il y a aussi le froid, les variations de température. Vous avez peut-être entendu parler de l'épilepsie. À Clinatec, on travaille beaucoup sur l'épilepsie et sur des variations de température. Les épileptologues et nos chercheurs ont montré que si on baisse de 17 degrés la température du foyer épileptogène dans le cerveau, la crise ne se déclenche pas. D'où des questions, comment détecter l'apparition de ces crises et comment abaisser de 17 degrés, passer à 20 degrés, la zone du cerveau qui a besoin de passer à 20 degrés. Laurent. J'arrête. Ah, oui. Vous reviendrez l'an prochain pour la suite. Vraiment, on espère, et bravo. Merci. Bravo. Et merci. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais questions courtes et réponses courtes. Oui, madame, on vous écoute sur la droite. Et puis après, tu auras Oui. Chez une personne où l'on a découvert de la protéine tau, est-ce que vous conseilleriez de faire un examen pour l'apnée du sommeil? Alors là, je suis désolé, je suis pas sûr de bien comprendre votre question, mais je préfère... Voilà. Je connais une personne qui a un début d'Alzheimer, on lui a découvert une protéine tau, et donc, comme vous disiez justement qu'il peut y avoir une relation avec l'apnée du sommeil, est-ce que ce serait une bonne chose de lui faire subir cet examen? Alors, c'est une réponse qui est une réponse médicale et que je ne peux pas apporter, malheureusement. Absolument. Monsieur n'est pas médecin, monsieur, mais il a 1000 qualités, mais il n'est pas docteur. On va prendre une question en face. On vous écoute, madame. Oui, vous n'avez pas parlé de la maladie de Charcot. Est-ce que ça ne relève pas du tout, ou est-ce qu'il y a eu des expériences pour soigner, pour tenter de soigner cette maladie ou non? Alors, oui, je n'ai pas parlé de la maladie de Charcot parce qu'elle n'est pas encore dans le spectre des travaux que nous menons. Nous n'avons pas mené de travaux sur la maladie de Charcot, mais pourquoi pas, je dirais. Rien ne s'oppose. La maladie de Charcot touche des neurones qui sont sur la face antérieure de la colonne vertébrale. Donc, il y aurait probablement une problématique aussi de dispositif d'illumination des neurones sur cette partie du corps. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas lancé d'essais cliniques, on n'a pas travaillé spécifiquement sur cette maladie. Mais rien ne s'oppose. Ce qui est important de comprendre quand on travaille notamment sur la lumière, c'est que la lumière permet aux cellules d'être en bonne santé. Donc, et la lumière l'infrarouge permet aux cellules d'exprimer des gènes de neuroprotection. D'où aussi les questions de prévention. Et on travaille sur la prévention des maladies neurodégénératives aussi par la lumière. Mais pourquoi pas la maladie de Charcot? Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans le champ de recherche de Clinatec. Une autre question. On vous écoute. Oui, bonjour. Madame, bonjour. Est-ce que vos études portent également sur la Je suis là. Excusez-moi. Sur la remyélisation des cellules du cerveau. Je parle de la sclérose en plaques, par exemple. On n'a pas aujourd'hui démarré sur la sclérose en plaques, mais encore une fois, on pourrait envisager. Et ça fait partie des discussions que nous avons en interne, puisque nous avons des cliniciens, on connaît des cliniciens et des professeurs qui sont très intéressés pour lancer potentiellement un programme sur la sclérose en plaques. Tellement de maladies neurodégénératives à gérer, oui. Une dernière question de ce côté, madame, on vous écoute. Bonjour. Qu'en est-il des infirmités motrices cérébrales avec atteinte sévère des noyaux gris centraux? Alors, là encore, on n'a pas étudié ça, je suis désolé. Mais alors, vous faites quoi chez Clinatec? Il y a du travail. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, on a besoin... Vous savez, on travaille aussi beaucoup en mécénat. Donc, vous me donnez l'occasion de remercier des mécènes. La plupart de nos mécènes aujourd'hui sont des grands groupes de prestations sociales, les mutuelles qui nous soutiennent. Je veux citer Glésia, Covea, des grandes mutuelles qui nous soutiennent. Et on a besoin de mécènes, on a besoin de dons.
Je dirais simplement que, comme vous le voyez, j'espère que je vous ai convaincu, que les nouvelles technologies, avec la miniaturisation, avec toutes ces nouvelles technologies, elles vont avoir un effet thérapeutique au XXIe siècle. Le XXe siècle, j'aime bien conclure en disant qu'au XXe siècle, la physique et les technologies ont permis de mettre au point l'imagerie médicale. Vous avez sans doute tous fait des IRM, des magnétoencéphalographies, les EEG, etc. Là, on a des belles imageries, on sait écouter ce qui se passe. Je pense qu'au XXIe siècle, on va trouver des traitements, et c'est mon espoir, où on va utiliser la physique et les technologies pour traiter, pour détecter, prévenir et traiter, sans nécessairement l'apport de médicaments, surtout quand les médicaments n'existent pas. Très bien, ce sera le mot de la fin. On vous applaudit, merci infiniment, bravo. Et nous nous retrouvons donc dans quelques minutes pour une nouvelle séquence dont vous vous souviendrez. Donc se mettre dans la peau d'un autre et rester soi-même. Donc à tout de suite. Merci beaucoup.